Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de l'actualité. Chaque année, de fortes inondations ravagent le pays, en grande partie causées par le dérèglement climatique. Ces catastrophes naturelles emportent tout sur leur chemin et nous irons à Givors dans le Rhône où, pour lutter et anticiper ces drames, les autorités organisent notamment des événements de sensibilisation de la population. Les drones sont devenus ces dernières années de véritables atouts lors des combats armés. Toujours plus sophistiqués, ces engins sont indispensables. Mais avant de les utiliser, il faut savoir les piloter. Les soldats de l'armée française assistent régulièrement à des formations. Exemple en Haute-Marne dans cette édition. Le Reiser, c'est son nom. Voici l'hélicoptère du futur. Avec la maniabilité d'un hélicoptère et la vitesse d'un avion, cet engin étonne par sa polyvalence. Il était en escale à l'aéroport de Marseille-Marignane. Nous irons le découvrir pour connaître toutes ses spécificités avec des images, vous allez le voir, impressionnantes à ne pas rater. Les célèbres aventures de Tintin, ces bandes dessinées au succès mondial, ont été adaptées et traduites dans plusieurs langues. Mais figurez-vous qu'une nouvelle version vient tout juste de sortir, et cette fois-ci en champenois. Et oui, un projet unique que nous vous présenterons en fin d'édition. Les fortes inondations se sont multipliées par 4 en France ces 25 dernières années, avec un dernier épisode en date il y a 3 semaines dans le sud-est du pays. Un chiffre préoccupant qui oblige les autorités à trouver des systèmes pour contrer les montées des eaux et limiter les dégâts. Et cela passe notamment par la prévention de la population, comme nous le montre ce reportage de TL7, Yanis Boadane. Il y a un an, des pluies diluviennes s'abattaient principalement à Rive-de-Gier et Givors, causant des dégâts matériels considérables dans le sud lyonnais et dans la Loire. Cette semaine, pour sensibiliser la population, un village forum ouvre ses portes pour prévenir les plus jeunes et le grand public au risque d'inondations qui menacent la vallée du Gier. Constitué d'une quinzaine d'ateliers ludiques et pédagogiques animés par les acteurs du territoire, cet événement permet de mieux comprendre les inondations et apprendre les bons gestes à adopter en cas de crue. Les enfants, en fait, parlent beaucoup de leur vécu. Là, on a eu ce matin des classes de Rive-de-Gier, des enfants où il y a des membres de leur famille qui ont été touchés par les inondations. Et on fait un lien entre ce qui s'est passé en octobre dernier et aujourd'hui l'atelier pédagogique que l'on propose aux enfants. Des ateliers divers qui permettent aussi au public de mieux connaître la rivière et son histoire. Qu'est-ce qui a fait que le Gier a été contraint par l'urbanisation, par toute l'arrivée des voies de communication? On parle aussi des déchets de crue. Donc on leur explique que quand ils sortent de l'école à 4h30, si jamais ils ont un goûter, de ne pas jeter leurs déchets par terre. Sur place, des enfants, mais aussi de nombreux élus et officiels venus assister à l'ouverture de ce forum. Rive-de-Gier et Givors sont des territoires plutôt résilients parce qu'habitués à ce genre de phénomène. On sait néanmoins qu'il faut répéter les choses, préparer les nouvelles générations. Ces journées, fruits d'une collaboration entre Saint-Étienne Métropole et le syndicat mixte du Gier rhodanien, ont été préparées en partenariat avec l'Institut français des formateurs risques majeurs et protection de l'environnement. Le constat est accablant en France. Les agressions contre les professionnels de santé ont augmenté de 26% en 2024, avec près de 2000 incidents recensés. Une réalité alarmante qui inquiète fortement la profession, qui tire d'ailleurs la sonnette d'alarme. Écoutons plusieurs soignants en Martinique, notamment avec ce reportage de notre partenaire ATV sur place à Fort-de-France. De plus en plus de médecins et soignants dénoncent insultes, menaces et parfois coups. Ces agressions bouleversent leur quotidien. Infirmière depuis 10 ans, Lisa Agatine en témoigne. Pour elle, soigner est désormais un métier à risque. En allant chez une patiente un matin, la famille, il y a eu un désaccord sur une prise en charge et elle s'est fait agresser physiquement et verbalement. Donc j'ai dû l'accompagner dans le dépôt de plainte en gendarmerie, dans l'arrêt des soins, la marche à suivre et le fait qu'il faille aussi porter plainte au niveau du Conseil de l'ordre. Mais ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit et malheureusement, toutes les agressions ne sont pas signalées. David et Aurélie effectuent des transports sanitaires. Un simple trajet vers une consultation ou une dialyse peut vite tourner au cauchemar. Entre patients parfois difficiles et automobilistes agressifs, ils doivent affronter insultes et comportements dangereux au quotidien. Je lui explique qu'on a un garçon à récupérer, pas loin, peut-être à 2 minutes.
Alors là, la dame, elle s'est énervée dans la voiture. Elle a dit que c'est pas possible, qu'elle veut rentrer chez elle directement, de laisser l'enfant là, en fait. C'est pas évident sur la route parce que, des fois, ça se passe mal et tout. Mais on fait avec. Des textes de loi protègent les soignants contre les agressions verbales ou physiques. Mais encore faut-il que les victimes portent plainte et aillent jusqu'au bout de la procédure. Il y a des sanctions pénales qui sont prévues, notamment par un renforcement de la loi qui est sortie le 9 juillet 2025, où les personnes peuvent encourir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, donc en peine maximum en fonction de l'agression. Au niveau national, selon l'Ordre des médecins, les violences contre les praticiens ont bondi de 26% en 2024. Un constat alarmant. Et puis toujours dans l'actualité, les auto-écoles ainsi que les inspecteurs du permis de conduire qui montent au créneau. La raison, les syndicats réclament 170 inspecteurs supplémentaires pour pallier les délais toujours plus importants pour passer l'épreuve du permis de conduire. Vosges TV prend le pouls de la situation dans les Vosges. Aurélie Colombel et Anne Didier. Les moniteurs d'auto-école haussent le ton, rejoints, et c'est historique, par les inspecteurs du permis de conduire. Parmi eux, des représentants vosgiens qui réclament plus de moyens. Depuis 2019, à peu près, on a un nombre de candidats qui augmente et un nombre d'examens qui baisse. Donc on a des stocks d'élèves qui ne peuvent pas passer. Donc on va tourner à droite. Avec un taux de réussite de seulement 58% au premier essai, les délais d'attente pour repasser l'examen se rallongent. Pour un deuxième passage, le délai légal de l'État, c'est 45 jours. Ici, dans les Vosges, on est entre 60 et 90 jours. À l'échelle de la France, les syndicats réclament 170 inspecteurs supplémentaires. Pour réduire les délais aux examens, les auto-écoles proposent une augmentation de la formation pour limiter les échecs. Les moniteurs s'appuient sur l'exemple des conduites accompagnées qui ont des taux de réussite près de 20 points supérieurs aux candidats en formation traditionnelle. Les 20 heures sont obsolètes maintenant, c'est en 1990. Le trafic a augmenté, le code de la route a été externalisé, ils ne viennent plus dans les auto-écoles. Ça fait qu'en formation, on est obligé de refaire du code. On ne peut plus travailler correctement. En moyenne, c'est après 35 heures de conduite que le précieux sésame est obtenu. Un plan d'action a été annoncé cet été et prévoit de débloquer 80 000 places supplémentaires. Les représentants syndicaux ont été reçus au ministère de l'Intérieur. Si l'effort supplémentaire est jugé insuffisant, ils annoncent des actions en région déclinées tous les lundis. Je vous le disais dans les titres, alors que le contexte international est malheureusement de plus en plus tendu, les drones sont devenus aujourd'hui des armes redoutables contre l'ennemi en temps de guerre. Les militaires doivent donc savoir comment utiliser ces engins toujours plus sophistiqués. C'est pourquoi des soldats de l'armée de terre suivent régulièrement des formations. Reportage de Puissance TV à Chaumont, en Haute-Marne. Regardez. Formés pour combattre. Dans cette école, située au sein du 61e régiment d'artillerie de Chaumont, les élèves étudient un objet bien particulier, le drone. Nous avons les premières formations donc de télépilotes pour différents types de drones, mais également les formations de RID, donc référents instructeurs drone, qui sont chargés de faire les formations en interne des régiments. Chaque formation a pour but de permettre aux télépilotes de maîtriser l'environnement interarmes et aéronautique, de mettre en œuvre son drone, d'effectuer une maintenance sur ce dernier, d'exploiter les charges utiles et d'être formés au combat. Et ça, sur tous les types de drones. Les nanodrones sont des drones qui servent aux combattants, donc dans les 2 premiers kilomètres. Ensuite, on va avoir des drones un peu plus lourds, comme le DT-46, qui sont des drones spécialisés, donc soit pour l'artillerie, soit pour le génie. Et enfin, le drone du commandement, le patroleur, qui est le drone le plus important, qui lui va permettre de prendre des décisions et contrôler le champ de bataille. Dans la même catégorie, il y a le Black Hornet. Drone de 17 cm, 33 grammes. À une distance de 20 mètres, il est inaudible et invisible. Une des formations en cours se basait sur le mini-drone DT-46, une formation nécessaire puisque l'appareil nécessite une installation en équipe. À quelques mètres du terrain d'exercice, l'arène de combat, le drone FPV, soit First Person View. La particularité de cette cellule est de pouvoir fabriquer ses propres drones. Et après avoir entraîné nos pilotes à la fabrication, l'assemblage ainsi que la programmation de ces drones, ils sont entraînés
sur au moins 1 à 2 semaines au pilotage. Il y a des drones qui peuvent être pris en main par n'importe qui dans le civil pour faire des prises de vue. Là, nous, on va chercher à opérer une mission tactique. C'est le même changement qu'il y a eu il y a quelques siècles avec l'arrivée de la poudre à canon, sans changer fondamentalement les principes de la guerre. À terme, le but serait de créer une flotte de 4000 drones et un vivier de 6000 à 8000 opérateurs pour irriguer toute l'armée de terre. En France, un dernier rapport gouvernemental indique que de nombreuses stations d'épuration ne sont plus aux normes. Trop vieilles, elles ne respectent plus les standards européens. À Limoges, vous allez le voir, la métropole vient d'inaugurer une infrastructure à la pointe de la technologie, pensée pour mieux protéger nos rivières et anticiper les défis environnementaux de demain. Écoutons Magali Gadi, chargée d'opération de la métropole de Limoges, au micro de 7 à Limoges. Les objectifs de cette modernisation, c'était déjà de sécuriser le traitement de l'eau. On a également remplacé 2 dégrilleurs. Donc les dégrilleurs existaient, mais on a mis de nouveaux équipements qui fonctionnent mieux. Ensuite, l'optimisation énergétique, c'est aujourd'hui 29% d'économie d'électricité. Et on produit aussi de l'énergie grâce à la méthanisation des boues. On alimente 2500 logements grâce à ce gaz. Et puis en France, les infractions pour dépôt de déchets sauvages ont considérablement augmenté ces dernières années. Les maires doivent donc trouver des solutions à leur échelle pour lutter contre ce fléau. Et vous allez le voir, bien souvent, la mise en service d'une caméra de surveillance dissuade les auteurs de ces incivilités. Reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Le chauffeur de cette voiture grise a laissé ses déchets devant le bac de dépôt. Une incivilité captée par cette caméra de vidéosurveillance installée il y a plus d'un mois. On arrive à avoir des éléments tels qu'un sommier, un vélo, une poussette d'enfant. Donc ils transforment ces endroits en mini-déchetterie, ce qui est totalement insupportable. Un investissement de 300 € pour cette caméra. Depuis son installation, le nombre de dépôts sauvages a diminué de presque 80%. Il y en a encore quelques-uns parce que les gens ne font pas attention qu'il y a une caméra, mais ça a diminué, oui, drastiquement les dépôts. Une fois enregistrées, les images sont envoyées directement à la mairie, où depuis une application, il est facile d'identifier l'auteur des faits et de le sanctionner. La première fois, je lui envoie une lettre recommandée en lui disant qu'on l'a pris tel jour à telle heure avec la photo à l'appui. Et la deuxième fois, c'est 135 € d'amende qui sont à payer au comptable du Trésor. Mais sur cette autre zone de déchargement des ordures, la caméra est en panne, les déchets jonchent le sol. Moi, ça m'énerve de voir ça. Quand on vient ici et que l'on voit tout ce qu'il y a par terre, là, vous avez vu, là, plein de sacs et tout ça, et puis c'est passé incompréhensible. À Pugnac, on compte une dizaine de points de dépôt. De nouvelles caméras devraient prendre place d'ici quelques mois pour renforcer la surveillance. Laissez-moi maintenant vous présenter l'hélicoptère du futur, imaginé et conçu par la société Airbus Hélicoptère. Le Racer, c'est son nom, est la nouvelle attraction des airs à la croisée entre un hélicoptère et un avion. Un appareil avec une plus grande vitesse de croisière, sans toutefois sacrifier sa maniabilité. Présentation avec ce reportage de La Provence à l'aéroport de Marseille-Marignane, Rudy Dahan. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est l'hélicoptère le plus rapide au monde qui vole actuellement. En fait, on a remplacé l'hélice qu'il y a à l'arrière sur les hélicoptères classiques et par 2 hélices sur le côté. Et ces hélices sur le côté vont nous permettre du coup d'accélérer ou de ralentir. Et cet hélicoptère du futur qui bat tous les records de vitesse, c'est le Racer. Le tout nouvel appareil de la société Airbus qui regroupe toutes les nouvelles technologies pour développer le futur de l'hélico. C'est un hélicoptère certes, mais avec des ailes et avec des propulseurs sur les côtés, ce qui lui rend finalement une allure originale et aussi lui donne des capacités tout à fait singulières pour un hélicoptère. Ça va lui donner d'autres possibilités, notamment des vols à plat. On n'est pas comme dans un hélicoptère classique avec une avancée qui donne un certain angle et ça ouvre aussi de nouvelles perspectives. On l'a conçu pour qu'il consomme moins, puisqu'en fait l'aérodynamisme est hyper important et donc on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là et ce qui permet de gagner en carburant 20-25%, voire un peu plus. Le futur de l'hélico qui permet d'aller plus vite, de moins consommer de carburant tout en étant plus agile, de quoi séduire le monde de l'aéronautique en commençant par les premiers concernés,
les pilotes. C'est incroyable à piloter, surtout que ça a des performances étonnantes, c'est-à-dire que c'est un hélicoptère normal autour du stationnaire, et dès qu'on commence à accélérer ou à essayer de monter, là on a des performances qui sont du jamais vues sur un hélicoptère. Pour l'heure, il n'est pas encore prévu de commercialiser le Racer dans les médias. Pourtant, les clients d'Airbus, dans le civil comme dans le militaire, pourraient bien être séduits plus vite que prévu par cet hélico du futur. Découvrons dès maintenant le foil. Cette discipline est une dérive du surf avec une planche plus petite et une aile sous-marine plus longue. Une pratique qui permet en quelque sorte de voler sur l'eau. En Europe, une entreprise savoyarde est le leader européen. Et ce fabricant imagine et conçoit ses planches localement, vous allez le voir. Rencontre proposée par 8 Mont-Blanc, Sébastien Germain. Le savoir-faire est totalement maîtrisé. C'est ici, dans cette usine située à Vivier-du-Lac, que sont fabriquées à la main les planches et les foils de la marque savoyarde au nom grec Ketos Foil. À la tête de cette entreprise, on retrouve Cyril Bernard qui a repris la société il y a maintenant 1 an et demi. Le marché maintenant, c'est 90% d'import chinois. On est resté sur un marché très haut de gamme, sur des foils fabriqués à la main en France. Et on n'est pas dans le mass market avec la plupart des foils. Maintenant, c'est du produit chinois sur lesquels nous, on n'arrive pas à se positionner en termes de tarifs. Cyril Bernard et Ketos Foil assument donc leur choix. Ces planches fabriquées en Savoie à base de carbone local sont avant tout conçues pour se démarquer par leur excellence et pour sortir de l'ordinaire. On a 2 spécificités, c'est la glisse, la finition, la qualité des produits. Et en bord de Dockstart, maintenant on a un gros marché qui est le Dockstart. Vous avez beaucoup de gens qui pumpent. On a la board de Dockstart la plus réputée au monde, qui est vraiment hyper rigide. On a la plus petite du marché qui fait 1 kg, 80 cm. Donc on est très spécifique maintenant. Dockstart qui est vraiment une activité locale. Et preuve que l'entreprise vivieraine se porte bien, Ketos est aujourd'hui le premier fabricant européen. Né il y a une quinzaine d'années sur les lacs, le foil et ses nombreuses disciplines dérivées sont aujourd'hui en plein essor. C'est un objet qui permet de naviguer sur l'eau quand il y a moins de vent, avec moins de frottement. Donc c'est vraiment le concept d'un avion. On a une aile avant, un fuselage, un mât qui nous relie à une planche, comme on a ici là, des planches de foil, et qui permet de pratiquer multidisciplines. Pour les années à venir, les projets sont légion pour Ketos Foil, avec la volonté de créer une structure dédiée à la fabrication de pièces en carbone et surtout un déménagement dans un site plus grand. Connaissez-vous vraiment le métier de commentateur sportif ? Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Être commentateur sportif, ce n'est pas seulement connaître les règles, c'est aussi savoir gérer le rythme, l'ambiance, le phrasé, mais surtout transmettre ses émotions au public. Près de Metz, un concours a été organisé pour des amateurs. Moselle TV a pu suivre la finale. Regardez. Dans ce début de seconde période, après une première mi-temps où il y a eu beaucoup d'agressivité. Ces 9 passionnés de sport donnent de la voix pour commenter l'une des finales phares des Jeux Olympiques de Paris 2024. Être commentateur sportif, ce n'est pas seulement connaître les règles, c'est une histoire de rythme, d'ambiance, de phrasé, mais aussi de ressenti. Je pense en fait à faire comme si j'étais là-bas. Comme si j'étais là-bas, qu'est-ce que j'aurais ressenti, qu'est-ce que j'aurais vu, qu'est-ce que j'aurais entendu, pour me plonger au maximum dedans. Et c'est moi qui dois faire ressentir les émotions aux gens, donc pour ça il faut que je les ressente à fond et que je puisse les transmettre au max. Un bon commentateur sportif, c'est quelqu'un qui est capable de rendre quelque chose d'insipide, de le rendre passionnant. Et parce qu'un événement qui a du talent n'a pas besoin d'un bon commentateur sportif. En revanche, un événement qui est lisse, qui est insipide, a besoin de quelqu'un pour susciter une émotion. Après la passion, place à une épreuve plus technique. Commenter une épreuve surprise, comme une course d'antilope. On part sur du MMA là cette fois, hein. C'est presque de la soumission. Ou même la routine quotidienne. Et prenez place dans votre salon alors. J'ai eu cette opportunité de faire l'audio-description. Ça m'a donné un avantage pour être à l'aise sur la facilité de parole. La difficulté, c'est en fait on ne s'attend pas aux images qu'on va avoir, donc c'est s'adapter vraiment sur le moment T. J'ai de la chance parce que je fais du théâtre d'impro et donc j'ai l'habitude d'improviser tout simplement. La première épreuve, la réception de boule marron. Aïe aïe aïe, faux départ. Des notions d'improvisation qui ont séduit le jury, puisque le jeune homme est le grand gagnant de ce premier concours de commentateur sportif.
Et puis cette semaine, vous pourrez retrouver en kiosque 2 nouvelles éditions du magazine Le Point, des éditions locales. La première, qui met les voiles sur Toulouse. Ce numéro se penche très largement sur le bilan du mandat de Jean-Luc Moudenc, le maire de la Ville Rose et le président de la métropole. Un maire qui sera candidat à sa réélection. Et le magazine Le Point vous propose également un numéro sur la ville de Nice. Une édition consacrée cette fois-ci au bilan de Christian Estrosi, à la tête de la ville depuis 2008, en vue des municipales de 2026. Il livre notamment dans Le Point les axes pour un prochain mandat dans une interview exclusive. Ces éditions spéciales du Point sont bien sûr à retrouver dans vos kiosques dès ce week-end. Et puis, tout à fait autre chose, on estime que les fruits et les légumes représentent près de 42% du gaspillage alimentaire chaque année. C'est énorme, un chiffre très conséquent. Pour lutter contre la production des pommes, par exemple, et leur gaspillage, une association bretonne a décidé de les transformer en jus et de les vendre au profit d'associations. Une très belle initiative que nous raconte TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, et Nora Le Nôtre. Les pommes, ce n'est pas ce qui manque à la cidrerie de la Baleine. Les bénévoles doivent maintenant les transformer en jus. Chacun connaît parfaitement son rôle, la machine est bien huilée. Là, on est en train de mettre les sacs des pommes qui sont passés au hachoir, au broyeur. Du coup, les copains, là, ils mettent ça en sac. Et les sacs, on les range ici en tas, avant qu'ils soient passés au pressage. Regarde, les belles pommes de Guy Pava. Les pommes de Guy Pava, donc il y a plusieurs. Hervé est venu de Guy Pava jusqu'à Plabennec pour déposer ses fruits à la cidrerie. J'en ai trop. Cette année, j'ai à peu près 1 tonne de pommes. Donc je ne vais pas les laisser pourrir. Je préfère les donner à l'association qui va faire des bonnes actions pour Madagascar. Ces cajots rejoignent les 6 tonnes de pommes qui attendent d'être pressées. Cela fait 15 ans que cette bande de copains de Plabennec a lancé l'opération Pomme Pomme Pidou. Chaque litre est vendu 2,50 € et l'argent est reversé à 3 associations différentes chaque année. Une manière d'allier solidarité et lutte contre le gaspillage. On a constaté que les gens jetaient des pommes à la déchetterie. Et nous autres, on avait un pressoir, on est en association, on a acheté un pressoir ensemble pour faire du jus de pomme pour nous et nos familles et nos amis. Et on s'est dit que c'est trop bête ce gaspillage. En 15 ans, l'association a collecté près de 100 000 €. Il est possible de déposer des pommes ou d'acheter du jus à la cidrerie de la Baleine à Plabennec. L'association sera aussi présente à la fête de la pomme le 12 octobre prochain. Toujours sur le gaspillage des fruits et des légumes, un Toulousain a quant à lui ouvert une boutique unique dans le pays, la vente de fruits et légumes lyophilisés. Et oui, ici les produits sont asséchés pour retirer l'eau et permettre une conservation jusqu'à 5 ans. Explication de ce concept formidable avec la Dépêche du Midi, nos partenaires sur place. La lyophilisation, ça va être déshydrater le produit, mais par contre le déshydrater à très très basse température. Pour commencer, on va amener le produit à moins 35 degrés. Sauf que quand on amène un produit en congélation, des cristaux de glace se forment et vont détruire ou altérer plutôt le produit, les vitamines. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en descendant à moins 35 degrés, en même temps, on va faire suivre une courbe de pression. Ce qui permet, cette courbe de pression, de mettre l'eau dans un état quantique un peu particulier, puisque à moins 35 degrés, elle va se retrouver évaporée. Je suis sûr que vous connaissez les aventures de Tintin, célèbre partout dans le monde. Son histoire a été adaptée et traduite en beaucoup de langues. Mais récemment, une nouvelle version de cette BD, Les bijoux de la Castafiore, pas la moindre, a été traduite en champenois. Regardez ce reportage de notre partenaire sur place, Canal 32. Kumasson parloyi cédra pis et couverte. Attachons-les solidement à cette poutre. Traduction, commençons par lier ces draps puis attachons-les solidement à cette poutre. Tintin, le secret de la licorne sera disponible en version champenoise dans une 50aine de librairies. Les bijoux de la Castafiore, édité en novembre dernier, s'écoulaient à plus de 3000 exemplaires, de quoi motiver la Maison du Folklore de Champagne de renouveler l'expérience. Pour les tintinophiles,
Les 2 albums qui sont le plus important de la série de manière générale, c'est Le Secret de la Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge. C'est là où on rencontre le Capitaine Hook véritablement, c'est là où on achète le château de Moulinsart. Transposer les aventures du célèbre reporter imaginé par Hergé, un projet qui aura mobilisé pas moins de 4 traducteurs durant 6 mois. Résultat, 64 pages et un glossaire traduit en 3 langues. Ce second album étant parlé d'Acherocourt, un petit village situé près de Sedan, tandis que le glossaire, donc les mots compliqués, sont traduits bien évidemment en français, en parler de la Côte des Bars et également en parler de championnat de Belgique. C'est la langue de la Champagne historique. La Maison du folklore de Champagne œuvre pour mettre en valeur la culture et surtout le parler champenois, une langue locale en voie d'extinction qui vit toujours au travers de quelques expressions. Il ne reste que 30 locuteurs de champenois courant dans toute la région. Cependant, tout un chacun parle le champenois quotidien sans le savoir. La chanlatte, pour nous les champenois, c'est une gouttière. L'après-midi, c'est le tantôt. Le gamin qui mange rien, c'est le nachou. Le chat, c'est le marcou. Objectif pour l'association, permettre l'instruction du champenois dans certaines écoles publiques. Le Tintin champenois est une manière de faire parler du projet, mais aussi de créer des supports pédagogiques. Donc comment faire pour apprendre une langue quand on n'a pas de professeur ? Eh bien en apprenant de manière ludique aux professeurs tout autant qu'aux élèves. Et ça c'est un énorme boulot que nous avons commencé. Et en fait il y a un véritable engouement autour de cette langue. En cas de succès, un 3e et dernier album sera édité. Le Trésor de Rackham le Rouge est en cours de traduction. Je vous emmène maintenant à la citadelle de Calvi en Corse, où un inventeur a créé une IA, une intelligence artificielle, pour réaliser une visite guidée du site avec la voix de Christophe Colomb. Et oui, et on peut même parler avec Christophe Colomb. Écoutons Romain Dezenic, le créateur de cette IA, au micro de Télépaésé, nos confrères en Corse. L'IA, je veux qu'elle se comporte comme Christophe Colomb. Donc en fait, je lui ai expliqué qui c'est, quel type de personnage c'était, avec ses défauts, avec ses qualités, en me basant évidemment sur toutes les recherches historiques qui ont été faites. Mais voilà, c'était quelqu'un de mégalo, c'était quelqu'un qui... Et du coup, Liv, donc qui rentre dans la peau un peu de Christophe, quand vous parlez à Christophe, il va se comporter un peu comme ça, comme la description qu'était Christophe Colomb. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur ce nouveau plateau magnifique. Au revoir à tous, à très vite.